Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 7e rendez-vous de l'actu dont le sujet est « Faut-il un régime universel de retraite ?» 325 milliards d'euros en 2018, c'est le montant total des prestations retraite versées en droits directs et droits dérivés, faisant de ce poste de dépense le premier en termes de protection sociale. Un poste qui couvre également 16,2 millions de retraités. Notre système présente deux caractéristiques. La première, c'est qu'il s'agit d'un système fondé sur la répartition, c'est-à-dire que les retraites d'aujourd'hui sont financées par les cotisations d'aujourd'hui, d'où l'importance du chiffre suivant, qui est le ratio cotisant-retraité, qui s'élève aujourd'hui à 1,7 et qui détermine l'équilibre ou le déséquilibre financier d'un régime de retraite. Donc ce rapport qui a tendance à se dégrader dans la mesure où, selon les dernières prévisions du Conseil d'orientation des retraites, il faudrait compter environ 1,5 actifs cotisants par retraité en 2040. D'autre part, notre système est également marqué par la diversité des régimes. Un régime de retraite étant l'ensemble des avantages sociaux servis au titre de l'assurance vieillesse par un organisme de sécurité sociale à une population donnée. En effet, la France compte plus de 42 régimes. Et un système de retraite qui doit faire face à différents enjeux, notamment celui de l'espérance de vie moyenne à la retraite qui augmente inexorablement, puisqu'entre 2005 et 2019, l'espérance de vie s'est allongée de 2 ans pour les femmes et de 3 ans pour les hommes. Et les perspectives du corps font apparaître qu'à l'horizon 2070, les femmes y auront 8 ans de plus et les hommes 9, ce qui ne sera pas sans augmenter les durées de versement des pensions. C'est également un enjeu de transition entre la génération baby-boom qui est devenue depuis la génération baby-boom, qui veut dire qu'en gros, globalement, depuis il y a 10 ans, 31% des actifs ont cessé leur activité, ce qui est du fait de l'augmentation de la durée de vie à l'âge de la retraite. Cet écart s'est considérablement creusé. Il y a également un départ à la retraite de plus en plus tardif en moyenne depuis 2010, puisque l'âge s'élève aujourd'hui à 62 ans et 1 mois. On a donc reculé depuis 2010 de 1 an et 7 mois. Un niveau de vie à la retraite qui se dégrade, puisque après avoir été bien moins loti que les salariés, puis mieux lotis, la courbe repart à la baisse et l'écart est de plus en plus faible avec les actifs. Des prévisions pessimistes de la part du comité d'orientation des retraites, on aura l'occasion d'y revenir. Et enfin, un système qui ne correspond plus aux réalités de la famille et de l'emploi aujourd'hui. Les familles, les débats sont récurrents pour montrer que, par exemple, les femmes qui ont eu 1 ou plusieurs enfants ont des perspectives de carrière beaucoup plus faibles que celles des hommes. On en a largement parlé ces dernières semaines. Et également au niveau de l'emploi, puisqu'il ne suffit pas de dire « je travaille jusqu'à 64 ans », il faut que les entreprises puissent vous employer. Et le taux de chômage de longue durée des plus de 55 ans frôle quand même les 61%. Ce qui est 20 points de plus que l'ensemble des chômeurs de 15 à 64 ans. Nous vous proposerons donc, dans un premier temps, de nous pencher sur l'échec des différentes réformes de retraite en France qui soulignent la nécessité de se diriger vers un système de retraite universel. Dans un second temps, nous aborderons la mise en place d'un régime universel de retraite qui pourrait garantir la soutenabilité et l'équité du dispositif à long terme, mais qui ne constitue pas la solution miracle. Alors cet échec des différentes réformes de retraite en France se manifeste dans un premier temps par une crise financière. Donc nous revenons sur la courbe présentée par le COR dans son rapport de juillet 2019 qui prévoit que l'équilibre ne serait possible qu'à partir de 2056 dans l'hypothèse où la croissance serait de minimum 1,5% par an, ce qui est quand même résolument optimiste. Dans le cas contraire, l'équilibre ne se produirait pas avant 2070. Malgré tout, des évolutions se font sentir. D'une part, le corps prévoit une diminution des ressources des retraites du fait de la diminution des cotisations des régimes spéciaux qui ont déjà été prévus.
Il est vrai la Cour des comptes a montré du doigt à plusieurs reprises, surtout cet été, les coûts des régimes spéciaux. Néanmoins, les cotisations des cheminots, par exemple, pesaient de manière massive dans les ressources des retraites. En revanche, il n'y aura pas forcément d'envolée des dépenses d'ici à 2022, du fait notamment de la fusion de l'AGIRC et de l'ARCO, et que désormais, le niveau de pension serait indexé sur les salaires et non plus sur les prix, ce qui rend le système de retraite moins sensible à la croissance économique. C'est une crise qui est financière, c'est aussi une crise de lisibilité. Donc nous allons rapidement balayer devant vous les fameux 42 régimes de retraite, donc en commençant par le régime des non-salariés. Donc vous voyez que pour de même catégorie socio-professionnelle, la diversité des retraites complémentaires est quand même assez impressionnante. Pour les salariés, la construction est à peu près la même. Et vous avez également la retraite des fonctionnaires avec effectivement la retraite additionnelle qui est proposée pour les services retraite de l'État et pour les fonctionnaires territoriaux hospitaliers. Cette crise de lisibilité se manifeste aussi à l'âge d'un départ à la retraite, quand vous allez faire votre reconstitution de carrière pour pouvoir déterminer le niveau de votre pension. Là, on a l'exemple d'un infirmier libéral qui a exercé dans un CHU, une clinique privée, une association humanitaire en tant que libéral. Il va cotiser selon 5 régimes différents en fonction de ces différentes activités. Il s'agit également d'une crise de justice sociale, dans la mesure où notre système génère de fortes disparités entre régimes. En effet, le partage de la couverture entre différents régimes, avec des conditions différentes, engendre de fortes disparités entre les assurés en fonction du régime dont ils bénéficient, en termes de niveau de pension, mais également en termes d'âge de départ à la retraite. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, lorsqu'un agent de conduite de la SNCF se voit ouvrir des droits à partir de 50 ans et 8 mois, un salarié du privé ne se voit, lui, ouvrir des droits qu'à partir de 62 ans. Par ailleurs, notre système génère également des inégalités socio-professionnelles. Malgré les éléments de solidarité, on peut vous parler du calcul sur les 25 meilleures années qui favorise du coup certains parcours professionnels au détriment d'autres. Je pense aux parcours professionnels ascendants et non hachés. Il y a également l'impact, par exemple, des différences d'espérance de vie entre ouvriers et cadres. Il y a également donc des inégalités entre les hommes et les femmes, puisque, comme vous pouvez le constater sur le graphique ci-dessus, les femmes touchent une pension de retraite inférieure de 42% à celle des hommes en moyenne, ce qui représente 800 €. Par ailleurs, près de la moitié des femmes perçoivent un minimum de pension inférieur au seuil de pauvreté. Donc il y a plusieurs facteurs explicatifs à cet écart, puisque en termes de carrière et de salaire, les femmes sont moins bien loties que les hommes. Elles ont des carrières plus hachées, elles sont plus touchées par les emplois précaires, elles occupent 80% des temps partiels, elles sont moins bien payées et elles ont également des carrières plus accidentées entre le chômage et les choix familiaux. Je pense particulièrement à la maternité. Donc cet écart de 42% se réduit peu à peu, mais il reste quand même très important. Il devrait être de l'ordre de 30% pour les générations de 1965 à 1969 qui partiront à la retraite, mais il reste quand même très important. Notre système génère également des inégalités intergénérationnelles, dans la mesure où les Français, en fonction de leur date de naissance, ne profitent pas pareillement du système de retraite. En effet, rapporté au dernier salaire, le montant de la retraite a baissé et diminuera encore. Les cotisations ont grimpé. L'âge moyen de départ à la retraite n'est plus le même, avec du coup un temps passé à la retraite qui est inégal en fonction des générations. Les problématiques de financement, les inégalités et la crise de lisibilité du système démontrent donc la nécessité de réformer celui-ci pour en garantir la soutenabilité et maintenir également un niveau de vie décent à la retraite. Alors, réformer, oui, mais réformer comment ? Puisqu'il y a
il y a deux grands types de leviers d'action au niveau du régime des retraites. On peut jouer, et on ne peut pas jouer évidemment sur les aspects démographiques, car il est quand même difficile d'évaluer à très long terme les naissances, les décès, voire le solde migratoire d'un pays. Par contre, on peut jouer sur les paramètres de la retraite. Donc on a comme premier levier le taux de cotisation, évidemment, payé par les salariés et les entreprises. Il y a également le taux de remplacement des retraites, c'est-à-dire la valeur reversée au moment de l'âge de départ. Il y a la durée de cotisation, qui est un corollaire à la fois du nombre de trimestres cotisés et de l'âge de départ éventuellement fixé par les textes. Et à cela s'ajoute évidemment l'introduction possible d'une dose de capitalisation par le recours à des fonds de pension, à des retraites supplémentaires, que ce soit à niveau individuel ou collectif. De fait, quel est l'historique de ces réformes ? Oui, alors notre système est le fruit d'une cascade de réformes. Donc il faut savoir qu'entre 1945 et 1982, les réformes sur les retraites étaient synonymes de progrès social, dans la mesure où elles visaient principalement à étendre la retraite à l'ensemble de la population. C'est à partir du début des années 1990 que le principal objectif est devenu l'équilibre financier, avec du coup une succession de mesures qui ont visé à rendre le système de retraite financièrement soutenable, avec d'une part l'allongement de la durée de cotisation, comme en 1993 avec la réforme Balladur, en 2003, en 2007, mais également en 2014. D'autre part, le report de l'âge de la retraite en 2010. Et enfin, une réévaluation du mode de calcul des pensions en 1993. Donc il y a effectivement cet échec, ces relatifs échecs, cet échec des réformes successives souligne la nécessité de repenser complètement le système, puisque les réformes ont été essentiellement paramétriques. Il fallait donc réfléchir à une réforme systémique. Comme promis depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, une volonté d'universalisation des régimes de retraite est plus que jamais à l'ordre du jour. On veut dépasser le sempiternel recul de l'âge de départ ou des trimestres cotisés, en redéfinissant même la notion même de cotisation. Est-ce pour un système plus juste et plus pérenne, et à quel prix? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Nous arrivons donc sur notre deuxième partie. La mise en place d'un régime universel de retraite pourrait garantir la soutenabilité et l'équité du dispositif à long terme, mais ne constitue pas la solution miracle. Donc tout d'abord, nous allons nous pencher sur la retraite par points qui est inspirée, par les régimes complémentaires et déjà en place chez nos voisins européens. Donc, comme vous le savez, le haut-commissaire à la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, a présenté le 18 juillet dernier aux partenaires sociaux ainsi qu'au Premier ministre ses préconisations pour un système universel de retraite. Sans surprise, il y propose un système unique regroupant les 42 régimes existants actuellement sans exception. Donc il s'agit d'un système de retraite qui s'appuie sur les cotisations versées au fil de la carrière, converties en points, c'est-à-dire qu'au moment de la retraite, le montant de la retraite dépendra du nombre de points accumulés, multipliés par la valeur attribuée à chaque point. Donc on retrouve ce système dans 5 États membres de l'Union européenne, dont l'Allemagne, mais également en France, pour les retraites complémentaires, puisque je vous rappelle que l'AGIRC et l'ARCO sont des systèmes de retraite complémentaires fondés sur donc un système à points. Donc je vais vous présenter brièvement le projet de réforme. Donc il s'agit d'un système en points qui sera simple et commun à tous les Français et qui remplacera les 42 régimes de retraite actuels, y compris les régimes de base complémentaires et de retraite additionnelle. Donc les règles seront communes à tous, les régimes spéciaux seront fermés. Et ce système sera financé par répartition, comme c'est le cas actuellement. Ce sera également un système plus juste dans la mesure où 1 euro cotisé vaudra les mêmes droits pour tous, quel que soit le statut professionnel et le moment où ces cotisations auront été effectuées. Un système qui offrira également plus de lisibilité dans la mesure où chacun d'entre nous pourra consulter son compte unique de retraite qui sera accessible en ligne. Un système qui sera également solidaire, notamment vis-à-vis des femmes, puisque des points seront accordés pour chaque enfant dès le premier enfant, contrairement à maintenant où c'est à compter du 3e enfant, enfin je parle de la majoration.
Également, la solidarité représentera comme aujourd'hui 25% des droits à la retraite et des points de solidarité seront attribués pour les périodes d'inactivité subie. Je pense au chômage ou à la maternité. La transition se fera de manière progressive puisque le système universel ne pourra s'appliquer au plus tôt qu'aux personnes nées à partir de 1963 et le système garantira 100% des droits acquis au 1er janvier 2025. Donc ce système présente des avantages dans la mesure où d'un système, tout d'abord, il est plus simple, d'un système aujourd'hui peu lisible et complexe, on passerait à un régime par points unique qui permettrait une plus grande transparence. Il serait également plus souple dans la mesure où les régimes par points sont plus faciles à moduler, puisque la valeur d'acquisition de services du point est fixée chaque année et devient donc une variable d'ajustement. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la valeur du point est ainsi prévue. Avec 100 € cotisés, un assuré peut obtenir 5,50 € de retraite par an. Également, ce système permet d'harmoniser les règles entre tous les régimes existants aujourd'hui. Et également, il permet une retraite à la carte dans la mesure où l'assuré bénéficiera d'une plus grande liberté de choix en termes de cumul emploi-retraite, de liquidation partielle des droits, entre autres. Cependant, si ce système présente des avantages, il présente également des inconvénients. Tout d'abord, le passage d'un système à l'autre pourrait être défavorable aux futurs retraités. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment comment seront valorisées les cotisations réglées aujourd'hui, ce qui pose question. D'autre part, on peut s'interroger sur la fin de la prise en compte des aléas de carrière, dans la mesure où les régimes par points risquent de faire la part belle au tout contributif, avec des droits qui découleraient uniquement des cotisations versées, d'où l'importance des mécanismes de solidarité. Et enfin, il existe une forte incertitude sur la valeur finale du point. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est cette valeur qui va déterminer le niveau de pension de retraite. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que cette valeur sera fixée chaque année. Jean-Paul Delevoye a précisé qu'elle ne serait pas diminuée, mais on n'a aucune certitude dans la mesure où on sait qu'elle se présente comme une variable d'ajustement pour que le système soit à l'équilibre. Donc un système qui présente des inconvénients et effectivement qui remet même peut-être en cause la notion d'universalité, puisque de nombreuses exceptions existent, notamment concernant les carrières longues, puisque pour certaines catégories professionnelles, les départs anticipés à 60 ans seraient possibles, l'impact pénibilité qui aurait aussi un rôle à jouer, le départ anticipé des fonctions dites régaliennes, les militaires, les douaniers, les gardiens de prison, et puis un système actuel qui serait conservé pour les retraités actuels et les actifs à moins de 5 ans de la retraite lors de l'adoption de la loi, qui de fait va générer des inégalités. Et puis on peut aussi se dire que les préconisations du rapport de Delevoye pourraient maintenir stricto sensu un maintien de certains régimes, puisqu'on a bien compris que derrière il y avait aussi la volonté de récupérer les réserves des régimes de retraite, notamment des salariés, réserves estimées à peu près à 165 milliards d'euros, donc quand même un sacré jackpot, mais qui serait géré, qui pour arriver à être réutilisé et à être géré, devrait nécessiter des concessions avec les corps professionnels déjà en place. Donc de fait, certains régimes spéciaux seraient de toute façon maintenus. Sur les perspectives d'amélioration sociale, il y a encore un peu de flou, notamment sur les mesures proposées comme produits d'appel qui sont complètement déconnectés de la réforme systémique. C'est pas parce qu'on met le système de retraite à point que ça veut dire que pour les femmes qui ont eu plus d'un enfant, 2 enfants, 3 enfants, on met systématiquement des bonus. Donc c'est aussi le cas pour les personnes qui ont eu des carrières dites hachées, c'est-à-dire qui n'ont pas travaillé pendant certains mois, pendant certaines années. Jusqu'à présent, le dispositif des 25 meilleures années permettait de lisser l'ensemble de la carrière et de fait d'arriver à un niveau de retraite plus élevé. Aujourd'hui, vous ne travaillez pas, vous ne cotisez pas, vous n'avez pas de points. Donc forcément, ça favorise les carrières dites plutôt plates, y compris celles qui pourraient avoir été à des niveaux de salaire plus bas que certaines carrières hachées.
Et enfin, quelle place pour le Parlement, voire pour le débat démocratique dans le cadre de la fixation de la valeur du point. Si jusqu'à présent on a pu comprendre que son taux serait fixé dans le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale, il y a quand même derrière la volonté de se servir, comme l'a dit Laetitia, de la valeur du point comme variable d'ajustement des dépenses et de l'équilibre du système des retraites. Donc on est quand même en droit de se demander si on ne va pas arriver à un nivellement par le bas, voire par le milieu, des pensions existantes. Enfin, il y a aussi le décret du 25 juillet de l'ordonnance de la loi Pacte qui est venu proposer aux entreprises, aux entrepreneurs, comme il avait été fait pour l'accord ANI sur les mutuelles complémentaires, d'ouvrir des plans d'épargne retraite d'entreprise. Donc là encore, il y a un niveau d'inégalité potentielle, d'une part entre deux entreprises, puisque si vous avez les moyens de négocier un contrat à grande échelle, vous aurez des conditions plus avantageuses qu'une entreprise peut-être plus petite, et puis alors carrément plus avantageuses que pour les personnes qui ne travaillent pas dans une entreprise et qui du coup ne pourront pas avoir de régime supplémentaire. Donc là encore, il y a des produits d'appel au niveau de l'épargne retraite qui sont en train de se développer. On n'a pas forcément le recul. C'est sûrement une nécessité, mais le dispositif d'encadrement devrait être bien étudié. Pardon. Pour conclure, on a pu constater à travers notre exposé que le système actuel affiche de nombreux défauts. En termes sociaux, en termes économiques, c'est un système qui est difficilement lisible et complexe, et qui est le fruit d'une cascade de réformes. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'il couvre à peu près toute la population de retraités et les personnes ayant travaillé en France, et qu'il est aujourd'hui à l'équilibre, même si, avec les évolutions démographiques à venir, cela ne va pas durer. Et de fait, la réforme se heurte à d'inévitables enjeux politiques et sociaux. On a déjà vu les déclarations d'Emmanuel Macron en marge du G7 à Biarritz. Voilà, il est urgent d'attendre la fin des municipales surtout pour voir comment ce système va être complètement décliné, sous quelle forme, dans quelle gouvernance, puisqu'il y a vraiment aussi un problème de définition de la gouvernance. Et de fait, les enjeux sociaux sont énormes, puisqu'il paraît quand même délicat de vendre uniquement une réforme des retraites sur le fait qu'on va absorber les régimes spéciaux, même si ceux-ci n'ont pas bonne presse dans l'opinion publique. On attend donc derrière la déclinaison d'outils et d'acteurs plus précises. Par ailleurs, la réforme proposée met en exergue deux inconvénients. Le premier, c'est d'unifier tous les régimes en occultant les disparités et en noyant les régimes complémentaires, qui pourtant sont bien gérés aujourd'hui. Et d'autre part, de confier le pilotage du système à l'État, au détriment des partenaires sociaux, passant ainsi d'une logique assurantielle à une logique beveridgienne. Nous pensons donc, pour notre part, que cette réforme privilégie l'universalité au détriment de l'équité. La priorité est plutôt de rétablir l'équilibre global du système aujourd'hui et surtout demain, plutôt que de concentrer l'effort sur la recherche d'une solution unificatrice qui, de toute façon, sera complexe à mettre en œuvre. De fait, au-delà de la notion d'universalité et d'équité, on peut aussi considérer qu'on pourrait, dans un premier temps, unifier les systèmes et non les régimes, parce qu'aujourd'hui, le besoin, comme le dit Jean-Claude Engoulevent, ancien directeur de caisse de retraite, le besoin n'est pas d'un État jacobin absorbant toutes les activités d'intérêt général. Il est vrai que la manne financière est intéressante, néanmoins, l'unification des systèmes sera probablement un prix cher à payer dans les années futures. L'unification fonctionnelle et l'intégration fonctionnelle de tous les régimes pourrait être une solution transitoire. Le GIP Union Retraite, qui a été créé en 2014, qui existe déjà, est un premier pas vers ce dispositif. Aux acteurs et au système de se les approprier afin de mener à bien cette transition nécessaire, mais qui doit être juste. Merci de votre attention.